Bonjour, chers amis de la presse. Bienvenue au siège de la MINUSCA et chaleureuse salutations à nos auditeurs de Guira FM qui nous écoutent en direct. Je suis Uwolou Lakana Ikavi Betanou. Je suis porte-parole intérimaire de la mission. Et donc, en l'absence de Vladimir, c'est un plaisir pour moi de partager les activités de la mission avec vous. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir comme invité spécial le commandant de la force de la MINUSCA, dans la personne du général de corps d'armée Bala Keïta. Principalement, il va intervenir sur les opérations de sécurisation et aussi sur la collaboration avec les FACA. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le représentant spécial est à New York où il participe à la 73e Assemblée générale de l'ONU, au siège de l'ONU, donc à New York. Et comme précédemment, dans les éditions précédentes, il est prévu en marge de cette assemblée une rencontre de haut niveau qui est dédiée à la Centrafrique et qui rassemble les partenaires de la Centrafrique. Toujours en marge de l'assemblée, le secrétaire général Antonio Guterres s'est entretenu le 23 septembre avec le chef de l'État Faustin Archange Touadéra. Les deux personnalités ont discuté du processus politique et de la situation sécuritaire dans le pays. Le secrétaire général a souligné le besoin d'un renforcement de l'initiative africaine en tant que cadre principal du processus de paix. Il a aussi plaidé pour une implication plus grande des Nations unies dans ce processus et exprimé le souhait que les questions prioritaires pour le peuple centrafricain, qui est la principale victime de la crise, soit au cœur du processus de paix. Un communiqué conjoint a été rendu public le 23 septembre par l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, dans lequel ces trois organisations entendent renforcer leurs efforts conjoints pour soutenir le processus politique d'ensemble et élaborer un cadre d'engagement conjoint en RCA. C'était à l'issue d'une réunion tripartite en marge de l'Assemblée. Une copie de ce communiqué vous sera distribuée à l'issue de cette conférence de presse. Dans le cadre des activités des affaires civiles, un atelier de 4 jours a débuté hier, 25 septembre, à Sibut, sur la gestion de l'administration territoriale à l'intention de 32 préfets et sous-préfets des différentes régions du pays. Cette initiative du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et du développement local, appuyée par la MINUSCA, vise à renforcer les capacités de ces autorités locales pour leur permettre une gestion participative de leur circonscription administrative et les familiariser avec les outils de travail appropriés inhérents à leurs fonctions. Sur le chapitre des droits de l'homme, depuis la semaine dernière, la MINUSCA a pu documenter à travers le pays 32 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont affecté 63 victimes, dont 16 hommes, 7 femmes, 4 garçons, 3 filles, 2 enfants inconnus, 2 adultes inconnus et 23 groupes de victimes collectives. Les préfectures les plus affectées, comme dit tout à l'heure, sont la Haute-Koto, le Mbomo, la Basse-Koto, la Mambere-Kadei et l'Ouampende. Vous avez vu tout à l'heure sur les images qu'on vous a montrées, donc c'était une action de la police. C'était le 24 septembre à Bria, une opération menée par la UNPOL. Donc c'était une descente robuste au camp de déplacés de PK3 pour libérer 2 femmes qui étaient séquestrées par un membre de groupes armés. Sur place, la police a constaté la présence de plusieurs structures servant soit de base
de cellules de détention illégale et d'état-major d'un groupe armé. Donc il y a eu perquisition, comme vous l'avez vu tout à l'heure. La police est là juste à côté. Ils peuvent revenir plus longuement sur cette opération. Et à Kagabandoro, vous l'avez vu également en image, l'arrestation, c'était le 22 septembre, d'un bandit de grand chemin qui était surnommé le Boucher. Il était recherché depuis plusieurs semaines dans des actes criminels, dans des braquages à main armée, attaques de domicile, enlèvements et autres. Pour finir ma présentation, un petit rappel. Le vendredi dernier, il a été marqué la Journée internationale de la paix. Et c'était une occasion pour le secrétaire général Antonio Guterres de souligner que nous devons œuvrer tous ensemble à la promotion et à la défense des droits de l'homme universels au nom de la paix durable pour tous. Sur ce, je passe la parole au commandant de la force, le général Bala Keïta. Merci beaucoup, Kavi. D'abord, exprimer tout le plaisir que j'ai d'être là encore une fois avec nos camarades les journalistes pour parler un peu, disons, de la situation sécuritaire au niveau du pays. Nous tous, nous le savons, on n'est pas encore arrivé, malheureusement, à l'objectif recherché qui est, comme le disait tout à l'heure un de vos confrères, d'avoir cette paix tant recherchée pour les populations et pour que les enfants puissent aller à l'école, que les femmes puissent vaquer à leurs occupations et que le développement commence à prendre pied en Centrafrique. Mais ce qu'il faut remarquer aujourd'hui, et je pense que nous tous on l'a constaté, c'est qu'il y a un léger mieux dans le contexte justement centrafricain. Les violences aveugles, disons à grande échelle quand même, ne prennent plus n'ont plus lieu dans aucune partie de la Centrafrique. Et même, quelque part, on a fait des avancées vers la paix. Quand vous prenez, disons, certaines parties du territoire, je parlerai un peu de l'Ouest, où actuellement, on est en train de penser à commencer le DDR. Parce que le niveau de sécurisation permet justement d'aller à cette phase de DDR. Et je pense que les négociations sont en cours. Et vous le savez que, bon, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour que, on avait prévu au mois de septembre, mais pour certains petits réglages, ça va aller vers octobre. Mais le président l'a dit, tout le monde est en train de dire, même si on ne peut pas le faire partout, qu'on puisse le faire là où c'est possible. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut des avancées à petits pas. Ça vaut mieux que de vouloir faire un grand pas. Parce que les grands pas sont toujours difficiles. Mais les petits pas sont faciles à faire, donc on va changer un peu la stratégie. Ça veut dire qu'à l'Ouest, globalement, on va revenir sur les détails de l'Ouest, ça va. Au centre, à un certain moment, vous avez vu, c'était quand même un peu plus, disons, préoccupant, quand il y a certains qui disaient qu'il allait venir vers Bangui, n'est-ce pas? Bon, on a vu que depuis lors, les choses se sont stabilisées globalement au niveau du centre. Vous avez vu qu'à Bambari, à un certain moment, bon, on avait tous des préoccupations parce qu'on avait réussi justement à arrêter la coalition qui voulait attaquer Bambari. On a sorti l'UPC de Bambari. À un certain moment, bon, je pense qu'ils ont réussi à se réinfiltrer et à ramener le trouble à Bambari. Maintenant, c'est beaucoup plus calme. J'ai visité Bambari il y a une semaine de cela, à l'unanimité. Les gens nous disent même qu'on est arrivé à un niveau, disons, de sécurisation et de cohésion sociale qu'on n'avait jamais atteint dans le passé. Parce que maintenant, les deux communautés, avec le préfet, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour les populations. Il y a une semaine de cela,
J'ai accompagné le président de la République à Bangassou. Vous savez, connaissez l'histoire de Bangassou, on ne vous apprend rien. S'il y a quelques 4 mois de cela, on vous disait que les gens pouvaient vivre encore ensemble à Bangassou, vous aurez dit non. Actuellement, les deux communautés sont pratiquement en train de vivre ensemble à Bangassou. La préoccupation majeure où les lignes n'ont pas beaucoup bougé, c'est encore Bria, où on a encore quelques inquiétudes, mais on est en train de travailler là-dessus. Bon, on va vous en parler aussi tout à l'heure dans les détails. Donc c'est pour dire que globalement, bon, avec, disons, l'engagement de tout un chacun, on arrive à avancer petit à petit au niveau sécuritaire, étant donné que la solution n'est jamais militaire. Ça, je pense que tout le monde l'a compris, elle ne sera jamais militaire. Pour résoudre le problème de ces pays-là, la finalité, ce sera, disons, une solution, je ne l'appellerai pas politique, parce que c'est pas le mot politique peut-être pour amener une certaine incompréhension, mais il faut que les gens discutent. C'est à travers dans le dialogue, il faut qu'on s'assoie et qu'on se parle pour régler, parce qu'il y a certains, disons, problèmes qui ne peuvent se régler qu'en s'asseyant et puis en parlant les uns aux autres. Sinon, la solution militaire, elle est toujours très courte. Elle a des limites. Elle a des limites. Parce que la violence ne résout jamais les problèmes, de toute façon. La violence ne peut pas résoudre les problèmes dans aucun contexte, disons, géographique ou de crise. Vous ne pouvez penser que la violence peut résoudre. Ça peut essayer de maîtriser une autre violence qui est beaucoup plus grande. Mais au bout du compte, ce sera toujours, disons, l'esprit, l'intelligence qui va régler. Parce que la force n'est pas toujours intelligente. Moi, je suis un soldat, mais je sais que c'est pourquoi nous, les militaires, on n'est pas très intelligents. Parce que la force ne peut pas atteindre un niveau d'intelligence. Le niveau d'intelligence qui gère les sociétés et qui fait avancer les sociétés, c'est autre chose. Mais ce n'est jamais la violence. Donc la violence n'est pas la solution. Donc on va essayer d'avoir un niveau de violence qui puisse permettre aux gens qui sont beaucoup plus intelligents et capables de penser à l'avenir et justement pour régler globalement le problème centrafricain. Donc beaucoup d'espoir. Moi, en tant que... j'ai beaucoup d'espoir en l'avenir. Je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est difficile. Le cheminement vers la paix, elle est toujours difficile. Il y a des missions qui durent depuis plus de 50 ans. Des missions de paix, où il y a des gens qui sont là pour surveiller des gens qui n'arrivent pas à finaliser. Je ne vous le citerai pas, vous êtes des journalistes. Bon, vous connaissez un peu ce qui se passe à travers le monde. Il y a beaucoup de crises qui, jusqu'à présent, qui ont fait des dizaines d'années et qui tardent à se résoudre parce qu'il n'y a pas encore cette intelligence additionnelle qui va venir amener, disons, la solution finale. Et pourtant, les gens se font face, on les calme, mais il faut plus. Mais on a de l'espoir ici. Moi, en ce qui me concerne, et je pense que la mission, au niveau des Nations Unies aussi, c'est ce langage d'espoir. Parce que quand on perd espoir, ça veut dire qu'on a tout perdu. Il faut garder cet espoir. Je n'ai jamais vu une crise qui n'a pas de solution. Ça peut durer la solution longtemps, mais il y a toujours une solution au bout du compte. Et puis je pense qu'on aura la solution en Centrafrique. Bon, malheureusement, les gens qui souffrent là-bas dans l'arrière-pays, ils n'ont pas ce temps-là d'attendre. On le comprend. Ils veulent que ça soit aujourd'hui et maintenant. Bon, mais la réalité étant la réalité, le processus prendra aussi le temps que ça prendra. Parce que bon, construire c'est toujours difficile. La destruction est plus rapide, n'est-ce pas, que la construction. Bon, sans pour autant, disons, avec ces quelques mots de propos liminaires, je vais passer la parole au chef des opérations qui va de manière vraiment très ramassée, donner un certain aperçu sur ce qu'on est en train de faire. Et maintenant, dans une, disons, troisième phase, après on va ouvrir le débat pour justement, si vous avez des questions ou des précisions sur certaines de ces activités, de ces actions qu'on est en train de mettre. Voilà, nous allons
Mon général, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous faire un rapide point de situation d'un certain nombre d'opérations majeures qui sont en cours actuellement en Centrafrique. Je vous fais un léger point de situation, je veux dire, de l'opération elle-même, les objectifs qui sont recherchés et, in fine, les réalisations qui ont été faites. Alors, je commencerai par l'opération Baranga. C'est une opération qui a été lancée dans le secteur ouest. Vous vous rappelez, en fin d'année 2017, en début de janvier 2018, il y a eu une crise humanitaire qui s'est déclarée au niveau de Pawa. Et comme vous le savez, cette crise humanitaire résultait des tensions sur le terrain entre deux groupes armés, essentiellement le groupe MNLC de Bahar et les RJ, Révolution G6. Alors, des tensions entre ces deux groupes pour contrôler les axes, les principaux axes menant vers Pawa et aussi les voies de transhumance humanitaire a provoqué un déplacement d'à peu près 65 000 personnes qui ont quitté leur village pour venir se réfugier au niveau de Pawa pour avoir la protection. Alors, cette opération a été planifiée très rapidement. Ça a été une opération conjointe avec les FACA. Avec les objectifs suivants, il était question très rapidement de chasser ces groupes armés de la localité de Pawa et de ses environs immédiats, dans un premier temps sur un rayon de 50 km, et ultérieurement les repousser jusqu'au-delà de la frontière avec le Tchad. Et créer un environnement qui permettra à ce que les populations qui étaient déplacées puissent repartir chez elles. Et surtout éviter la confrontation entre les communautés, puisque dès que la crise a commencé, ces tensions, on a senti une tension au sein des différentes communautés de Pawa. Donc il fallait tout de suite arrêter cela pour éviter que ça dégénère en conflit entre les différentes communautés. Alors, cette opération étant été lancée le 12 janvier a permis très rapidement de chasser tous ces groupes armés, reconquérir très rapidement les environs de Pawa et puis stabiliser la situation. La situation, on peut dire, après 6-7 mois que l'opération a été lancée, la situation est stable puisque 90% des déplacés qui s'étaient retrouvés à Pawa, mais ces populations sont reparties chez elles actuellement dans leur village. Tous les jours, nous enregistrons le retour des réfugiés qui étaient au Tchad et qui continuent à rentrer dans le village. Ceci, c'est la preuve qui montre effectivement que les choses sont en train d'évoluer positivement au niveau de Pawa et de ses environs. Pour autant, le problème n'est pas entièrement réglé parce qu'il y a encore quelques groupes armés qui sont tournés autour, qui de temps à autre en profitent pour commettre quelques crimes. Et voilà pourquoi, si vous voyez au niveau de cette slide qui est devant vous, mais effectivement des actions que nous continuons à mener, la MINUSCA et les FACA, tous les jours, patrouiller pour rassurer la population, mais surtout mettre la pression sur les groupes armés pour qu'ils puissent dégager de cette zone et que nous puissions rétablir définitivement la paix dans cette partie et que le processus de DDR et de réduction de violence puisse se mettre en place très rapidement. Vous pouvez voir sur cette slide, effectivement, la sécurisation du corridor humanitaire, puisque un corridor est mis en place entre Bembéré, qui est une localité qui est au niveau de la frontière avec le Tchad. Alors tous les dimanches, les réfugiés rentrant du Tchad viennent au point de rencontre. Effectivement, la MINUSCA assure l'escorte jusque dans le village. Et ça se poursuit. La deuxième opération que je voudrais présenter très rapidement également, il s'agit de l'opération Djinjet, qui est dans le secteur ouest également. Si vous vous rappelez, le groupe Siriri veut dire la paix, qui avait des objectifs de protéger les troupeaux dans cette localité, mais malheureusement très rapidement, ce groupe a défié de son objectif initial et s'est mis à terroriser les populations, à procéder à des raquettes, à des prises d'otages. Et les populations qui étaient en Guiaboire en certains moments ont fui leur village du fait de la présence de ce groupe qui commençait à prendre de l'importance très rapidement.
Donc il a fallu stopper cette action des groupes. Et donc c'est dans ce cadre que cette opération Djindiet a été menée également, lancée, planifiée et lancée très très rapidement. Et ça a permis de vider le village de Ngiaboua de ce groupe armé. Et il se trouve qu'une partie de ces groupes armés s'est réfugiée très rapidement au niveau de Gamboula, et au niveau de Dila Poko et de Noufou. Alors, j'ai dit que l'opération a permis très rapidement, bien entendu, de chasser ce groupe et de permettre aux populations de Ngiaboua de repartir dans son village. Mais pour autant, il y a encore la menace qui est encore présente, puisque ce groupe, ce qui reste de ce groupe, est actuellement positionné le long de la frontière avec le Cameroun. L'opération s'est poursuivie, mais pour autant, la MINUSCA a des difficultés à atteindre ses objectifs, notamment. Voilà, effectivement, la MINUSCA a des difficultés à atteindre les deux localités de Dila Poko et Noufou. Pourquoi? Parce que le groupe armé a pu détruire les ponts qui sont sur l'axe. Il y a eu 7 ponts qui ont été brûlés, détruits carrément, et ce qui cause une contrainte majeure en termes de mobilité pour la MINUSCA. Nous avons du mal à rétablir la mobilité très rapidement du fait de la pluie, du fait des ponts qui ne sont pas là. Donc c'est un travail qui va prendre du temps. La force est là-dessus et nous espérons très rapidement dans les prochains jours pouvoir rétablir la mobilité sur cet axe et aller atteindre notre objectif qui est de récupérer très rapidement Dila Poko. Il nous faut chasser les groupes armés de ces deux localités et installer des positions militaires sur place pour assurer la sécurité et permettre aux populations de revenir dans leur village. Je vais passer à la troisième opération. Il s'agit de... Je passe directement dans le secteur est. Je reviendrai sur le secteur centre. L'opération au niveau de Bangassou, le général l'a bien déjà présenté ce qui s'est passé à Bangassou. Vous savez ce qui s'est passé au niveau de Bangassou. Alors, plusieurs opérations ont été menées, bien entendu, au niveau de Bangassou, et qui ont permis, à terme, de chasser un certain nombre de leaders de groupes armés de cette localité de Bangassou et neutraliser certains. Et donc, les FACA ont pu nous rejoindre dans cette mission de sécurisation de Bangassou et la situation a évolué très positivement puisque depuis des mois actuellement, la situation s'est rétablie et la sécurisation se poursuit pour montrer que la situation a positivement évolué au niveau de Bangassou. Cette évolution a été matérialisée par la visite du président de la République la semaine dernière, ce qui montre effectivement les acquis et les points positifs qui ont été notés, notamment dans cette localité de Bangassou. Alors, cette opération également a permis de mener des actions, ce que nous appelons des patrouilles long range patrouilles en anglais. Et ces patrouilles permettent non seulement de sécuriser les alentours de Bangassou, aller jusque vers Rafaï, un peu plus au nord vers Bakouma. Nous avons eu des difficultés à atteindre Bema, qui est une localité située un peu au sud-ouest. Il y a un problème de slide. De slide, oui. Là, il montre des choses Oui. qui n'ont rien à voir. Qui n'ont pas, avec ce voilà. qu'il est en train de Mets-toi bien. Avancez. Next. Avancez. Voilà, très bien. Alors, cette opération qui a eu des points positifs puisque vous le savez bien que les déplacés qui étaient confinés dans ce camp de déplacés arrivent à sortir de leur camp et à mener leurs activités. Également que le processus de DDR est en cours avec la remise des centaines d'armes qui ont été remises par les différentes communautés, ce qui est également très positif. Pour autant, l'objectif c'est aussi d'étendre la sécurisation à Bangassou et même dans les alentours de Bangassou. C'est dans ce cadre que nous lançons de ce que nous appelons des patrouilles de long range, patrouilles autour de Bangassou jusqu'à 100 km, pour non seulement mettre la pression sur quelques groupes armés qui sont là, mais surtout appuyer le retour de l'État dans certaines localités. Ce que nous appelons rétablir l'autorité de l'État. Donc ça se passe très positivement, vous verrez sur ces photos. Effectivement, ces patrouilles conjointes avec la MINUSCA, FACA, qui sont menées de façon quotidienne. Et donc ceci a contribué
à améliorer positivement la situation sécuritaire au niveau de Bangassou. Au niveau de Bria, également, vous saviez que au cours de l'année dernière, au mois de décembre, la situation au niveau de Bria s'est un tout petit peu dégénérée du fait des groupes armés qui sont retrouvés dans le camp des déplacés où il y a presque 60 000 déplacés, profitant des déplacés pour avoir la protection. Et ces groupes armés, notamment les anti-Balaka, sont devenus une menace pour les déplacés, mais aussi pour la MINUSCA et les populations de la ville. Un casque bleu de la MINUSCA a été tué devant justement ce camp des déplacés, ce qui a fait qu'il fallait très rapidement lancer une opération de nettoyage du camp des déplacés, chasser ces groupes armés, notamment les anti-Balaka, qui s'étaient réfugiés dans ce camp. Ceci a permis, ça a été très positif, puisque la MINUSCA, l'UNPO, la police ont pu très rapidement rétablir la sécurité dans ce camp des déplacés, arrêter les principaux leaders anti-Balaka qui étaient cachés dans ce camp et pacifier le camp des déplacés. Ces opérations se poursuivent bien entendu puisque c'est un très grand camp des déplacés comme vous le savez et que de temps à autre quelques éléments arrivent à s'infiltrer et à mettre la pression à la population. Donc de façon régulière, des opérations conjointes sont menées dans ce camp des déplacés pour assurer la sécurité et surtout empêcher à quelques éléments armés de revenir au niveau de ce camp. Alors, dans le secteur centre, je parlerai de l'opération au niveau de Bambari, comme le général l'a si bien dit. Vous savez, Bambari a été pendant plus d'une année une zone tranquille où les populations arrivaient à mener tranquillement leurs activités, puisque Bambari était ce que nous appelons Safe and Secure Area au niveau de la Centrafrique. Alors, très malheureusement, au mois de mai, une tension ça a été déclarée très rapidement après qu'un élément soit tué à l'entrée de la ville. Ça a créé la tension avec la population et ensuite un groupe armé, notamment l'UPC, en a profité pour attaquer les gendarmes et les policiers qui étaient à Bambari. Ça a créé une situation d'insécurité et cette opération Waka, du nom de la préfecture, a été lancée très rapidement et cette opération a permis de rétablir très rapidement la sécurité au niveau de Bambari. Tout n'est pas définitivement réglé, bien entendu, mais les populations actuellement arrivent à vaquer à leur occupation. Vous pouvez le voir sur cette light, malgré effectivement les patrouilles que vous voyez là sont des patrouilles conjointes que nous menons, que la MINUSCA et les FSI, la police centrafricaine mène de façon quotidienne également, qui ont permis de continuer à améliorer la situation sécuritaire. Nous espérons très rapidement le déploiement des FACA, puisque c'est prévu dans les prochains jours, mais qui vont contribuer également à pouvoir très rapidement nous aider à étendre le périmètre de sécurité au-delà de Bambari, puisque l'objectif ici, c'est dès que les FACA sont arrivés, que nous puissions sortir de mener des actions au-delà de 100 km, voire 200 km, pour rétablir définitivement la sécurité autour de Bambari. Voilà très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, un bref survol des opérations qui sont en cours au niveau de la Centrafrique, dont la plupart sont des opérations conjointes avec les FACA et les FSI. Je vous laisse le temps de pouvoir effectivement poser des questions sur si des points précis que vous voudrez par rapport à ces opérations. Je vous remercie. Merci beaucoup, colonel Natala. Merci beaucoup, commandant de la force. Chers amis de la presse, nous sommes à présent disposés à apporter des clarifications à vos préoccupations. On va prendre une série de 3 questions. Je prierai les collègues de se limiter à une question par journaliste pour donner la chance à tous de poser la question. Et puis on va revenir, si d'autres questions sont envahisseuses, on va toujours donner l'opportunité pour faire d'autres tours.
Ok, on commence Bon, par... écoutez, s'il te plaît. D'accord. Avant d'aller rapidement au truc là, je vois que ils étaient en train de regarder par ici, Oui. pendant qu'il y avait des slides qui quand même qui nécessitent un peu qu'ils voient. Avec toutes ces opérations là qu'on est en train de faire, il y a un élément, disons, qui nous pénalise beaucoup. Disons, c'est le terrain, la mobilité. Hein. Donc, quand vous allez regarder un peu, faites défiler les conditions, tu vois, des routes, des ponts et des trucs, là, voilà, vous vous rendez compte que c'est pratiquement impossible même de faire normalement une opération militaire en Centrafrique. Parce que dès que vous commencez à regarder, vous voyez que ça ne bouge pas, on passe plus de temps à sortir des véhicules de la boue, à réparer des ponts. Hein, regardez les ponts, ça c'est les conditions des ponts là où on va. On est obligé à chaque fois de réparer les ponts. Ce qu'on fait maintenant là, on a 2 camions avec des planches. On arrive là sur un pont, on essaie de déblesser, on pose les planches, les gens passent, on prend ces mêmes planches là encore, on va à l'autre pont qui est devant, parce que sinon on n'aura jamais suffisamment de planches pour réparer de manière définitive ces trucs-là. Mais puisqu'on doit avancer, on est obligé à chaque fois, on les appelle des ponts mobiles, ce qui nous permet un peu d'avancer. Mais des fois, même le pont mobile, ce n'est pas possible. Donc il va falloir s'arrêter et puis essayer vraiment de construire des ponts, comme ce qui se passe actuellement au niveau de la frontière avec le Cameroun du côté de Gamboula, où c'est maintenant, il y a des cubes qu'on est en train de faire pour justement construire des ponts en béton. Parce que les ponts qui sont là-bas sont trop petits. Hein, vous les voyez, il y a du bois, mais les véhicules ne peuvent pas passer. Parce que les barres d'acier qu'ils ont mis donc, ne sont plus petits que les trucs. Donc on est obligé de reconstruire carrément des ponts. Et comme vous le voyez, ça prend du temps. Mais c'est ça en fait. Vous voyez l'autre véhicule qui est carrément pointé sur le truc. C'est ça tous les jours. Hein. Bon, heureusement pour vous, ici en Centrafrique, il y a beaucoup d'eau. Mais malheureusement pour nous, plus il y a de l'eau, il y a des coupures, parce que le militaire il a besoin de momentum pour avancer. Je pense que quand même c'est un peu... Et au-delà de ces difficultés, on essaie aussi d'aider les populations. Pendant qu'on fait la guerre, on essaie aussi d'être là pour essayer de... Les populations qui sont autour de nous, vous voyez, il y a beaucoup d'activités qu'on appelle les activités sinistres, avec les populations pour les aider dans la mesure, disons, de nos possibilités. Donc, la guerre... Il y a les difficultés, mais on essaie de faire des actions pour, disons, diminuer un peu la souffrance des populations. Parce qu'il n'y a que nous qui sommes là-bas. Parce que des fois, là où on est, il n'y a pas les humanitaires ne peuvent pas arriver. Les composantes civiles de la MINUSCA aussi ne peuvent pas y aller. Mais puisque nous sommes là-bas, on essaie de faire ce qu'on peut au niveau de ces TOB, les bases temporaires qu'on a, disons, vraiment dans la profondeur. Donc je crois qu'on est bon maintenant pour les questions. Bon, l'autre là, je pense qu'on lui avait donné la parole pour justement. C'est fini les images? C'est bon? Ok, merci. Je pense en effet, effectivement, c'est important de mettre des images sur les mots, parce que chaque semaine, presque, dans cette salle, une question assez récurrente qu'on entend, c'est qu'est-ce que vous faites? Donc je pense que là, vous avez un peu des réponses à cette question. On va donner l'opportunité au réseau des journalistes francophones qui a une main tendue. On va prendre sa question, après on prend une autre question. Allez-y, monsieur. Bonjour, mon général, je suis Pascal Diop, président du réseau des journalistes francophones. Je partage déjà les difficultés rencontrées par vos forces sur le terrain. Dieu merci, nous avons vu les images, je crois que très prochainement, les journalistes vont vous suivre pour toucher du doigt la réalité si vous acceptez. Ma question, c'est par rapport à la journée mondiale de l'alimentation qui est prévue dans 2 semaines à Bambari. Bambari qui retrouve progressivement la paix. Tout à l'heure, en suivant l'intervention par rapport à tout ce qui se passe là-bas, on parle de déploiement des FACA dans les prochains jours. Le sens de ma question, est-ce que ce n'est pas possible de déployer les FACA maintenant, puisque la capitale sud-africaine sera Bambari, tout le monde sera focalisé là-bas. Et ce matin, pour votre information, j'ai suivi un membre du gouvernement qui nous a
passé une information qu'ils sont partis par la route. Pour la première fois que les membres du mouvement partent par la route. Je crois que c'est un succès. Est-ce qu'on ne peut pas garder ce rythme? Je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Une autre question? Oui, c'est quel journal? Radio Centrafrique. Oui, allez-y. Oui, je salue tout le monde. J'ai une question. Je suis Marc Isaïe Penrendi de Radio Centrafrique. Dans l'intervention du général et colonel chef des opérations, il y a des mots qui reviennent toujours. Chasse. On chasse les groupes armés. Chasser les groupes armés. Pourquoi pas les neutraliser? Chasser, pourquoi pas les neutraliser? Alors, ne pas les neutraliser, cette crise, la crise n'est pas prête à terminer à travers ce mot qui revient toujours de chasser au lieu de neutraliser en République centrafricaine. Merci. Merci, merci. On passe à droite, à la RJDH. Merci. Je suis Rodrigue Leroy Benga, du réseau des journalistes pour les droits de l'homme. L'ONU avait lancé, ma question, je m'adresse au général. L'ONU avait lancé un appel demandant aux pays contributeurs des troubles en République centrafricaine de venir renforcer les troupes de la MINUSCA. Il y a de cela un an, aucun pays n'a envoyé ses troupes pour renforcer la MINUSCA. J'aimerais savoir qu'est-ce qui explique cela. Qu'est-ce qui justifie vraiment, on peut dire peut-être ce refus de ces pays d'envoyer leurs troupes pour renforcer la MINUSCA. Voilà. Merci RJDH. On va donner l'opportunité au commandant de la force de répondre à ces questions. Après, on repassera. Merci. Bon, d'abord, je commencerai par dire à Pascal, bon, en fait, je pense que c'est les journalistes centrafricains qui ne veulent pas bouger. Mais nous, on est là, l'offre est là pour accompagner. Je vois que on a toujours des journalistes qui viennent de l'extérieur, et qui partent, on les prend dans les avions, on les amène, on les prend dans les patrouilles pour patrouiller avec eux, pour qu'ils voient. Si vous êtes intéressé à aller voir justement la réalité du terrain, je pense que, bon, on va essayer de voir avec voilà, la section pour organiser cela. C'est avec plaisir que vous allez nous accompagner, parce que ça fait partie du jeu. On est là, on vous parle, bon, on est ouvert, il n'y a rien à cacher. Bon, si vous voulez aller sur le terrain, il n'y a aucun problème, la mission va l'organiser. La dernière fois quand je suis passé, j'avais invité. J'ai dit ceux qui veulent aller sur le terrain pour voir la réalité, ils sont les bienvenus. Maintenant, je ne sais pas si c'est un peu vous ou si c'est eux. En tout cas, nous, on est disposés à accueillir n'importe qui, à aller avec lui jusqu'à Obo, si vous voulez aller à Obo, bon, si vous voulez, mais il faut vous préparer que, bon, ça va être dur. Voilà, ça va pas être amener votre tenue de combat, votre jean le plus solide, amener les trucs là pour la pluie et tout, bon, parce que vous allez être des combattants là-bas aussi, puis bon, vous allez nous accompagner, vous allez être des combattants, mais vous n'aurez pas d'armes. Vous aurez vos stylos, voilà. Et puis, ça y est, vous avancez avec nous. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on va vous accueillir. Maintenant, par rapport à Bambari, la journée, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé en fait la même question. Ma réponse était quoi? J'ai dit, je ne parle même pas du président Touadéra, j'ai dit le candidat Touadéra. On l'a sécurisé partout en Centrafrique où il voulait aller. Touadéra, là, le président, n'a pas fait la campagne à l'extérieur, à l'intérieur. Tous les candidats, en son temps, il y a 2 ans de cela, qui voulaient aller à l'intérieur du pays pour faire leur campagne, sont partis. Il y en a qui voulaient aller à Ndélé, ils sont partis à Ndélé. Il y en a qui voulaient aller à Bambari, ils sont partis. Le président est parti à Bambari pour faire la campagne. Donc j'ai dit que c'était un peu plus difficile en son temps, il y a 2 ans de cela que maintenant. J'ai dit, le président à Bambari, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème sécuritaire. Il est parti à plusieurs, disons, le président. Quand il a été président, il est parti, je pense, 2 fois.
À Bambari, si je me souviens, 3 fois. Il n'y avait aucun problème. Là aussi, cette fête-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si les gens pensent que, bon, il faut aussi que les FACA soient présents, on n'a rien contre. Hein. Les FACA, on a toujours dit on a besoin des FACA. On est en train de faire plusieurs opérations avec les FACA. Hein. C'est leur pays, ils connaissent le terrain mieux que nous, leur population leur font confiance, en tant soit peu, c'est une plus-value. Mais je dis que ça ne va pas changer la donne sécuritaire à Bambari en l'état, parce que bon, on a quand même 100 gendarmes et policiers centrafricains qui ont été entraînés et armés. Auparavant, ils étaient là-bas, ils avaient moins de 100, mais ils n'avaient pas d'armes, ils avaient au moins une vingtaine d'armes. Maintenant, tous les 100 qui sont là-bas sont armés. C'est avec eux qu'on travaille pour essayer de mieux maîtriser la sécurisation. Et comme vous le savez, on a eu quand même quelques renforts. Hein, je vais revenir là-dessus parce que ça, c'est la dernière question. Il y a quand même les Népalais là, qui ont été déployés il y a, disons, 1 mois et demi, déjà à Bambari, une partie. L'autre partie, on attend les équipements qui vont arriver. Donc nous-mêmes, on est en train de monter en puissance à Bambari pour justement gérer. Donc la fête qui va venir, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein, tout le monde sera bien accueilli là-bas et puis la fête sera belle à Bambari. Bon, mais entre-temps, on va voir si les FACA, les conditions sont remplies, ils vont nous rejoindre là-bas dans la tâche. La deuxième question, c'est un peu, bon, pourquoi pas neutraliser, chasser. Bon, je pense que peut-être, d'ailleurs, chasser, bon, c'est pas un terme militaire, hein, parce que nous, voilà. Il a utilisé peut-être un truc, bon, dans l'armée, nous, quand on fait des actions, comme vous le dites là, c'est de neutraliser, c'est de détruire. Hein, bon, voilà. Mais quand il utilise le mot chasser, c'est en fait bon, une neutralisation qui n'est pas à 100% effective. Pourquoi ce n'est pas effectif? Parce que c'est la difficulté justement de cela. Parce qu'on fait face à des groupes armés qui utilisent la population. C'est-à-dire, ils viennent, ils se mettent, ils savent que vous ne les verrez jamais être en dehors des populations. Très rarement. Parce qu'ils savent qu'en dehors de la population, mais seuls là, avec leur entité là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, très rapidement, là, il y a, bon, les rapports de force vont se rétablir là. Mais quand ils sont dans la population, ils posent des équations. À quiconque veut les attaquer. Parce que celui qui veut les attaquer, tu te retrouves face à un problème de dommages collatéraux. Vous savez que nous, quand on vient dans une population, on ne peut pas, nous, même quand tu fais la guerre, il y a 1 ou 2 civils qui tombent, mais tu en gardes toujours la responsabilité. Ce sera doucement pourquoi ces civils sont morts. Même si, par ailleurs, bon, comme on dit souvent, on ne peut pas faire d'omelette là sans casser des œufs. Mais cet œuf-là est trop important, c'est une vie humaine. Donc nous, on fait toujours le maximum pour éviter de faire le coup de feu là où il y a les femmes et les enfants. Parce que la balle, une fois que c'est sorti, mais comme je dis, dans le camp des IDP ou ici, là, bon, les petits murs qu'ils ont là-bas, ça ne peut pas arrêter. Hein, une balle va traverser 10 maisons. Hein, même si on tape là-dedans, ça va traverser 10 maisons avant d'atterrir. Donc, bon, en tirant sur ce gars-là, ça va le tuer ou bien le neutraliser, mais ça va continuer encore sur quelques, disons, centaines de mètres ou kilomètres. Et ça, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Mais puisqu'on prend ça en considération, notre action militaire est toujours limitée. Donc, on essaie de calibrer notre objectif. On sait qu'on ne peut pas venir et puis si on voulait éliminer, disons, les gens, ça, quand on vient et puis la vie des autres ne nous importe pas, je voudrais dire que bon, ce problème-là serait résolu depuis longtemps. À commencer ici, hein, même dans Bangui. Mais on est confronté à ce problème que quand il y a de la population, tu tires là-dedans, forcément tu vas faire, disons, des victimes innocentes. Et nous, quand même, il faut qu'on fasse tout pour éviter cette chose. Donc, mais on arrive à leur mettre une pression suffisante pour qu'ils sortent de ce milieu qui leur servait de couverture. Parce qu'on sait qu'en fait, en se cachant dans la population,
non seulement ils mettent la pression sur cette population, parce que c'est des gens qui ne travaillent pas. Comment est-ce qu'ils font pour manger? Comment est-ce qu'ils font pour entretenir leurs copines et ou leurs femmes? Mais ils vont le prendre sur ces mêmes populations parce qu'il n'y a pas de travail. Ils vont aller prendre le riz de la femme, ils vont aller prendre le poulet de la femme, ils vont aller prendre la chèvre, disons, de l'autre. Et ils leur imposent leur dictat. Donc, si on les fait sortir de la population va respirer un peu mieux. Parce qu'ils n'auront pas la pression de tous ces gens-là, qui sont nombreux, mais qui vivent sur ces populations-là. C'est ça que les gens ignorent. Le deuxième problème, quand ils prennent la population comme leur base, ils attaquent quelqu'un. Ce quelqu'un les poursuit, ils rentrent dans la population pour se cacher. Souvent, ce qui se passe, c'est que le gars qui les poursuit continue le combat dans le camp ou dans le village, et vous voyez les dommages collatéraux. Parce que eux, ça ne les regarde pas de savoir est-ce qu'il y a des dommages. Il y a quelqu'un qui les a attaqués, il est ici, ils y vont. Donc les populations civiles payent les combats de ces deux groupes armés parce qu'ils le font dans le village ou dans le camp de IDPK. Donc on dit qu'on va leur mettre des pressions, même si on ne peut pas les éliminer parce qu'on ne peut pas y aller, mais au moins la pression va faire qu'ils vont sortir de ce camp. Donc c'est un peu ça, c'est pas qu'on veut tout simplement jouer à cache-cache pour truquer, mais on en prend, on les arrête, les gens qu'on envoie, on les arrête. Ceux qui sont dans des trucs où on peut les neutraliser par le feu, on les neutralise par le feu, les autres on les arrête, et puis bon, le reste, bon voilà, on continue en limitant les dommages collatéraux. C'est ce qui donne l'impression de un peu ce truc de chasser qui est, disons, mal, interprété, mais c'est la limite justement des actions dans des camps de IDP. Maintenant, la dernière question, bon, pourquoi il n'y a pas... là, il faut qu'on revienne un peu à comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire, les troupes des Nations Unies, là, on ne demande pas, et puis, bon, je veux des troupes là. Bon, et puis les gens envoient. Non. Il n'y a pas de troupes ici, c'est le Conseil de sécurité qui décide du nombre de soldats qui doivent être ici en Centrafrique. Donc ils disent que voilà le mandat, voilà le nombre de troupes qu'on vous donne. Et maintenant, les gens à New York essaient de contacter les pays pour que chacun donne un certain nombre de soldats. Une fois qu'on a atteint cette limite-là, c'est terminé. Donc pendant plus de 3 ans, la MINUSCA a été plafonnée à un certain nombre, qui était un peu autour de 10 000. Maintenant, vous vous souvenez qu'il y a 1 an de cela, on s'est rendu compte qu'on commençait à avoir des problèmes avec l'étendue des problèmes. Et le Conseil de sécurité, sur demande aussi bien du président centrafricain, de nous-mêmes et du secrétaire général, a accepté d'augmenter le nombre de soldats de 900. Donc on nous a dit, ok, on est d'accord, vous avez des problèmes, on va augmenter l'effectif de 900 hommes. Mais ces 900 hommes, maintenant, il faut que le New York se tourne pour dire au pays-là, bon, qui est prêt, qui veut d'abord, tout le monde veut, mais vouloir ne signifie pas pouvoir. Parce que si vous voulez venir, il faut venir dans les conditions qui sont définies. Il faut avoir l'équipement, les soldats et l'équipement. Souvent, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas l'équipement qu'il faut. Mais ceux qui ont l'équipement, on les sélectionne. Et maintenant, reste le problème de comment faire pour venir. On avait sélectionné 2 pays. On avait déjà d'abord au départ les Brésiliens. Vous vous souvenez, vous avez entendu parler des Brésiliens qui devaient venir avec 600. Malheureusement, pendant 6 mois, on pensait que les Brésiliens allaient venir et subitement ils ont dit on ne peut plus venir. Parce qu'on a des problèmes internes. N'est-ce pas? Donc il faut se retourner maintenant pour voir qui d'autre. On a trouvé les Népalais et les Rwandais qui ont accepté de venir et qui remplissaient les conditions. Donc depuis plus de 6 mois, donc on travaille avec ces pays-là pour les faire venir. Mais, vous savez le Népal, où est-ce qu'il est? Vous connaissez le Népal, hein? C'est au milieu de l'Asie là-bas, là, dans les montagnes là-bas. Là. Maintenant, comment faire pour amener tout cela à Bangui? Si vous voyez un peu vous déjà avec votre... la situation de Bangui, comment c'est compliqué pour que les choses viennent ici. Mais le Népal, déjà, est encore beaucoup plus compliqué.
Donc l'ONU a accepté d'amener un certain nombre de soldats, 200, avec des équipements par voie aérienne. Ça coûte excessivement cher. Mais ils ont pris sur eux par rapport à la situation qu'il y avait ici pour nous renforcer. Donc il y a 200 Népalais qui sont venus avec des équipements. Maintenant, le reste, ils ont dit, on va les mettre dans les bateaux pour qu'ils viennent par la mer. Mais maintenant, ce processus de les mettre dans le bateau, il faut qu'ils aillent jusqu'en Inde, à Calcutta, là, pour amener. Donc, ils vont emmener par la route l'équipement là-bas, mettre dans le bateau, et le bateau va commencer à tourner pour venir en Centrafrique. Donc, on est dans ce processus-là. Les Rwandais, on a fait la même chose, on a pu amener 200 qui sont là. Bon, vous avez vu, ils nous ont aidés dans les troubles de Bangui, là, quand ça a chauffé il y a 2 mois de cela. Et maintenant, on les a envoyés à Bria. Là, ils sont arrivés à Bria pour aider justement à mieux stabiliser. Le reste du contingent, bon, l'ONU a accepté. Ils devaient venir par là-bas. Ils ont accepté de faire par voie aérienne. Ils ont commencé hier ou aujourd'hui. Donc, il y aura 20 vols qui vont venir justement pour amener le reste des unités avec les chars, avec les véhicules. Vous voyez ce que ça représente. Donc, si vous allez à l'aéroport de Bangui, vous allez voir qu'il y a une Noria qui vient pour amener. Donc, c'est pas que tu demandes, les gens viennent. Il y a tout un processus, c'est le Conseil de sécurité. On n'a que 900 hommes. Et ces 900-là, depuis plus d'1 an, on nous a dit vous avez 900. On est en train de mettre ça en œuvre pour que ça vienne. Voilà.